Nous débutons avec des images de glisse suite aux chutes de neige survenues dans la nuit du 9 au 10 mars. Like a freak, mad, bad girl, she ain't like no other. She's a fashion girl for the night. Like a rock star, movie star, baby, she's my fashion girl for the night. 1,000 times you run my mind. Can't wait, be mine, dancing all night. She makes me feel alright, dancing through the night. She's saying hey, hey, yo. She makes me feel alright. Nous voici maintenant au niveau du village d'Isola pour le passage du Paris-Nice lors de l'étape Nice-Oron et qui verra la victoire de l'Australien Michael Storer. Le lendemain, c'est en compagnie de Chloé, des guides Tiné Mercantour, que nous allons partir en randonnée raquette à la découverte de la faune. Départ du parking du Chalet-Man Rano où nous chaussons nos raquettes. Merci à toi. Oui, c'est ça. On va commencer par mettre les raquettes parce qu'il a neigé hier. Ok. Donc on va en avoir besoin aujourd'hui. Alors tu peux les enfiler. Ok. On va. Ah non, pour les raquettes, il faut des chaussures montantes, des chaussures de randonnée ou des bottes de neige, peu importe. L'essentiel c'est que... Attends, vas-y, enlève ton pied, elle est trop grande. Les raquettes. Mais voilà, il suffit d'avoir une tenue de ski, des chaussures montantes, des gants et on peut y aller. Ouais. La tenue adaptée au mois de mars, c'est quoi? En plus des raquettes, on va avoir bientôt les bâtons. Alors normalement au mois de mars il fait bon, là on est dans une période un peu plus froide, donc vous êtes tous en tenue de ski, donc c'est bien, c'est adapté. Après, en ce moment, le matin, il fait très froid, donc il faut mettre pas mal de couches. Mais par contre, vous allez voir qu'en marchant, on va vite, je pense, avoir très chaud. Donc on va vite se découvrir. En fait, il faut avoir des couches fines pour pouvoir les enlever, les remettre au fur et à mesure de la journée. Ok. Voilà. C'est parti. Merci. C'est parti. Juste petit rappel, s'il y en a qui n'ont pas l'habitude, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de raquette? Ah mais je croyais que vous étiez des grands pros. On fait ça tous les ans. Tous les ans. Non, alors vous allez voir, c'est pas compliqué. Le pied se soulève à l'arrière, c'est normal, c'est un peu perturbant au départ, mais c'est pour qu'on ait une démarche naturelle. Si on les verrouille, d'un coup on a le pied qui est 2 fois plus grand que d'habitude, on marche comme des pingouins, ça va pas du tout. Donc il faut que ça se soulève derrière. Et souvent au début, comme ça nous gêne un petit peu, on a envie de marcher en soulevant les raquettes comme ça parce qu'elles nous gênent. En fait, il faut vraiment les laisser traîner derrière. C'est pour ça qu'elles se soulèvent, c'est pour qu'on n'ait pas à les soulever à chaque fois, pour pas se fatiguer. Deuxième chose, on a le pied qui est un petit peu plus large que d'habitude. Donc on peut marcher au début les pieds légèrement en V ou les jambes légèrement plus écartées, le temps de bien s'habituer à la taille des raquettes, mais vous allez voir, vous allez très vite vous y faire. Alors on va pouvoir partir en balade enfin. Vous allez voir, ça va être sympa, je pense, parce qu'il a neigé hier, donc la neige, puis il fait froid, donc la neige, elle va être belle. Le départ, c'est le plus raide. Donc on va partir tout doucement, tout tranquille. Vous inquiétez pas, ce ne sera pas comme ça tout le long. On va faire des tout petits pas dans la montée. Il ne faut pas faire des pas de géant, vous faites des tout petits pas et ça va bien se passer.
Ok ? On va jusqu'où à peu près? On va aller, en fait là comme c'est une thématique sur la faune, on va aller là où il y a des empreintes d'animaux. Donc on va aller déjà en direction de l'aigle, de la piste de l'aigle. Et après on verra si on tourne dans la tourbière ou si on va un peu derrière, je verrai en fonction des traces. Okay. Parce que comme la neige est d'hier, les traces vont être belles quand il y en aura, mais il risque de pas y en avoir beaucoup. Okay. Donc on va voir où est-ce qu'il y en a. On va à l'avant. Moi je sais jamais d'avance, j'aime bien décider au dernier moment. Et Isola 2000 c'est vraiment top pour ça, on peut décider au dernier moment de où on va, on n'est pas du tout obligé de prévoir à l'avance en tout cas direction l'aigle. Où on va passer. Là, direction l'aigle pour démarrer. Anna il va se poser. Il va poser juste les patins. Et ben regardez à gauche dans le mur, là voilà, là ils se prennent toute la neige. Vous voyez pourquoi quand on dit si jamais un jour vous avez un hélico qui vient sur un secours ou sur lequel vous êtes, il faut vraiment tout bloquer sur vous, vous enlevez les bonnets, vous enlevez les gants qui sont à côté, vous asseyez sur vos bâtons, vous mettez vos sacs à dos sur vous. Il faut vraiment rien laisser qui peut s'envoler, parce que vous avez vu le vent que ça fait. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà expérimenté ça, mais c'est vraiment impressionnant, ça fait vraiment un vent vraiment fort. Et là on le voit bien avec la neige. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut tout garder sur soi et tout bloquer, se mettre en boule et attendre qu'ils viennent nous chercher. Voilà, et attendre que ça se passe. Ça va ce petit échauffement? Il est un peu rude hein, pour un échauffement. Ah là ils vont le récupérer et... de la neige fraîche, tant qu'à faire, autant en profiter, on n'en a pas eu beaucoup cet hiver. Vous allez voir tout de suite, c'est beaucoup plus physique quand on est dans la neige fraîche. Donc, alors si vous voulez essayer, voir ce que ça fait, vous pouvez sortir de la trace. Mais après, vraiment, pour que ce soit plus facile, vous vous mettez tous dans les mêmes pas, vous faites tous la même trace et ça sera facile. Et si vous êtes juste derrière moi et que vous vous sentez vraiment fatigué, vous vous arrêtez et vous passez derrière. Plus vous serez à l'arrière, plus ce sera facile, parce que plus ça sera damé. Allez. Des traces d'animaux, les animaux qui vont trouver nos traces. Ah ben, pour le moment, c'est nous qui allons trouver leurs traces, mais dès qu'on va partir, que tous les skieurs seront partis, c'est eux qui vont revenir. En fait, ici, on les voit très rarement en journée. Il y a un endroit où on les voit, je vous montrerai. Mais sinon, la journée, on les voit quasiment jamais. Par contre, tous les matins, il y a des traces. Oh. Donc, ils sont là la nuit, il n'y a pas de souci. Ils ont une vie nocturne intense. Ils ont une vie nocturne intense, fin de journée et nuit. Voilà. Et là, regardez, alors elles sont vieilles, elles sont pas, pour le coup, elles sont avant la chute de neige d'hier. Mais on va quand même pouvoir dire ce que c'est qui est passé par là, même si on voit quasiment plus rien. Regardez dans la neige, il y a des petits trous là. Est-ce que vous voyez ces petits creux? Alors, pourquoi est-ce que, malgré le fait qu'on voit vraiment quasiment plus rien, on peut dire ce que c'est? Alors il y a l'espacement, mais ça, vu qu'on voit même pas si c'est un sabot ou une main, l'espacement il va rien nous servir. Alors il y a l'alignement, et puis regardez, où est-ce qu'elles commencent les traces? Elles commencent sous l'arbre, et si on les suit, elles butent contre l'autre arbre là-bas, et derrière elles recommencent pas. C'est un écureuil. Donc c'est un animal qui est arrivé de l'arbre,
qui a traversé et qui est reparti dans l'arbre. Donc c'est un écureuil. Ouais, alors en fait c'est parce qu'à chaque fois, chaque trou c'est ses 4 pattes. Il saute, il bondit et dans chaque... En fait si la trace était fraîche, on verrait ses 2 pattes, on verrait 2 pattes comme ça et 2 comme ça. Alors quand il y a de la neige vraiment fraîche, on peut voir la queue, mais c'est hyper rare de voir la queue. Mais on voit vraiment les 4 pattes et il bondit. Par contre, par rapport à sa taille, on voit qu'il fait des bonds vraiment, vraiment grands. Quand il y a de la neige comme ça vaut le coup de faire des grands bonds parce que ça économise, ça en fera moins. Lui, il s'enfonce, il galère, donc il va essayer de faire des grands bonds pour aller le plus vite possible dans un autre arbre. Et il passe la nuit dans l'arbre. Il passe la nuit dans l'arbre, ouais. Ah là, j'en sais rien du tout. J'ai dit ça, mais il est peut-être allé dans l'autre sens. Là, quand on voit les traces fraîches, on peut le dire. Si on en voit, je vous montrerai. Mais là, on ne peut pas du tout le dire. Globalement, tous les animaux qui choisissent de rester en montagne l'hiver, ils vont être en mode survie en fait. Ils vont se mettre au ralenti parce qu'ils n'auront quasiment rien à manger. Ils vont devoir lutter contre le froid. Donc il va vraiment falloir qu'ils se mettent au ralenti en mode survie. C'est pour ça que les animaux sont beaucoup plus sensibles aux dérangements l'hiver que l'été. L'été, si on les dérange, c'est pas très grave. Il va dépenser de l'énergie, mais il va pouvoir récupérer rapidement. Alors que l'hiver, si on le dérange, il va dépenser beaucoup d'énergie parce qu'il aura eu peur, il aura dû s'enfuir. Et par contre, il n'aura rien à manger derrière pour récupérer. C'est comme si moi, là, je vous fais faire un sprint dans la neige. Et que je vous dis, c'est pas de souci, vous aurez de quoi manger derrière pour récupérer, puis finalement, ah bah non, il n'y a rien à manger. Donc c'est pour ça que l'hiver, les animaux sont plus sensibles aux dérangements qu'en été. On va essayer de trouver des traces un peu plus fraîches que celle-ci quand même. N'hésitez pas à vous approcher, à sortir de la trace. Donc là, il y a d'autres traces. Je vous casse le suspense tout de suite, je pense que c'est un chien. Mais on va regarder quand même. On va faire... quand on voit des empreintes, en fait, il y a des questions à se poser qui vont nous permettre petit à petit d'avoir une idée de ce que c'est. Déjà, qu'est-ce que ça a au bout des pattes, les animaux? Des griffes. Des griffes et des coussinets ou des sabots. Ouais, déjà au niveau des empreintes, il y a 2 catégories. Il y a les animaux qui ont des coussinets et des griffes et les animaux qui ont des sabots. Dans la neige fraîche, ça n'aura rien à voir puisque des animaux qui vont avoir des coussinets et des griffes, ils vont très peu s'enfoncer. Dans la neige fraîche, les griffes, elles marquent rarement. Parce que tout de suite, elles vont être rebouchées par de la neige, on va rarement les voir. Mais par contre, c'est une trace qui ne se sera pas beaucoup enfoncée. A l'inverse, un sabot, par exemple, si on enlève nos raquettes, ou alors je vais le faire avec le bâton, un bâton c'est comme un sabot, l'animal il va tout de suite beaucoup plus s'enfoncer, ça fera une trace beaucoup plus profonde. Donc ici, à votre avis, sabot ou coussinet? Coussinet, hein, on voit, je ne sais pas si ceux qui sont derrière, si vous voyez, mais l'animal il s'est vraiment enfoncé à peine dans la neige la plus légère, mais après il ne s'est pas enfoncé plus profond. Donc c'est bien un animal qui a des coussinets et des griffes. Après, comment il se déplaçait là? Ouais, là il bondissait, c'est vraiment quand on a des traces qui sont groupées comme ça et en plus on voit à chaque fois la neige qui a été un petit peu enlevée par la patte. Donc là l'animal il bondissait et il bondissait même en descente. Là on peut dire dans quel sens grâce à cette trace là de la patte qui rentre dans la neige. Après alors il va y avoir au niveau de la taille des empreintes, on voit un petit peu on distingue un petit peu la taille, même si on ne voit pas très bien. On a une empreinte qui fait à peu près cette taille-là. Ça dépend pas de l'état de la neige. Alors là, c'est une empreinte qui est fraîche. Donc la taille de l'empreinte, elle représente à peu près la vraie taille de la patte de l'animal. Là où il faut se méfier, c'est quand on a de la vieille neige. Quand on regarde une empreinte dans de la vieille neige. Parce que si on fait, nous, là, aujourd'hui, une trace de main et qu'on revient demain, eh ben, notre main, elle aura doublé de volume. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait la trace, la neige, après, elle va fondre autour et ça va vraiment agrandir l'empreinte. Il va pas nous aider, hein,
Donc là, la neige est vraiment fraîche, donc la taille, elle n'a pas eu le temps de fondre, donc c'est vraiment la taille de la patte de l'animal. Donc on a un animal avec des coussinets et des griffes qui a des pattes à peu près grandes comme ça. Vous avez une idée de ce que ça peut être? Alors effectivement, ça peut être un chien, mais c'est pas ça là qui me fait dire que c'est un chien, c'est autre chose qui me fait dire que c'est un chien. Ça pourrait être quoi d'autre en animal sauvage? Un renard, ouais, effectivement, ça pourrait être un renard. Ça pourrait aussi être un lièvre. Mais un lièvre, ça a des empreintes vraiment caractéristiques. Là, c'est sûr que c'est pas ça. Elles sont inversées, les traces de lièvre, justement. Alors, les traces de lièvre, tu dis elles sont inversées. Je pense que c'est parce que les pattes arrière sont toujours à l'avant de la direction. Il y a des chances qu'on en voit. J'espère qu'on va en voir des traces de lièvre, donc je vous montrerai tout à l'heure. Là, ça pourrait être ou renard ou chien. Elles sont groupées 2 par 2 à chaque fois, ouais. Mais je pense pas parce qu'on a vraiment l'impression qu'il n'y a qu'une trace. Ou sinon, il est monté dans le petit vallon là. Et c'est vraiment un animal genre qui était sur la piste, qui est monté un petit peu au-dessus et qui est redescendu. Ça ressemble quand même pas mal à un animal domestique. Il y a quand même des gens ici qui se promènent, qui viennent promener leurs chiens. Donc je pense que c'est un chien. Un renard, il serait monté sans problème. Par contre, un renard, après sa trace, elle va divaguer comme ça. Il fait un peu comme le chien, le renard, il va renifler à droite, à gauche. Donc sa trace, elle est jamais très droite. À la différence d'un loup, où un loup, sa trace, très souvent, elle est rectiligne. Le loup, il sait où il va, il avance, il va tout droit, il va pas perdre du temps à droite, à gauche. Ça, c'est un bon moyen de les distinguer quand on voit des traces de loup. Voilà, c'est dans cette pente de neige, là, vous voyez, elle est très ensoleillée. Et c'est les premiers endroits où la neige, elle fond. Et du coup, très souvent, c'est là qu'on voit les chamois. Aujourd'hui, ils y sont pas. Alors déjà, d'une, il y a eu l'hélico qui les a peut-être un peu perturbés. Après, on voit pas forcément de traces. Souvent, quand ils y sont, on voit beaucoup de traces qui traversent. Là, on n'en voit pas. Ce qui peut se passer aussi, c'est que c'est avalancheux, il y a un fort risque d'avalanche. Et les chamois, ça, le savent quand ils arrivent. Alors, il y a toujours des chamois qui se font quand même emporter. Mais les chamois ont un sens où ils arrivent à estimer un petit peu le danger quand c'est trop avalancheux. On le voit par exemple quand ils traversent des zones très risquées, quand ils sont plusieurs. Par exemple, un groupe de 10-15 chamois, s'il y a d'un coup un couloir à traverser une zone dangereuse, là ils vont se mettre à traverser un par un. Ils ne vont pas y aller tous ensemble. Ça, c'est une règle qu'on utilise nous aussi en tant que randonneurs, en tant que skieurs. Quand il y a une zone dangereuse, on y va un par un parce que s'il y en a un qui se fait emporter, les autres peuvent faire quelque chose. Si tout le monde se fait emporter d'un coup, personne ne peut rien faire. Donc là, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'hélico? Est-ce que c'est... La neige est vraiment fraîche, elle est d'hier aussi. Donc les chamois, ils sont encore un petit peu en mode repos, on attend que ça se tasse un petit peu, on attend que ça commence à fondre. Ou est-ce que c'est parce que c'est trop avalancheux? Là, moi, je peux pas vous dire pourquoi il n'y a pas les chamois aujourd'hui, mais après, ils y sont pas non plus tous les jours. Ils y sont le matin tôt. Ils y sont, ouais, même à cette heure-là. Les avalanches qu'on voit, elles ont été, c'est des avalanches naturelles. Parce qu'elles ne sont pas parties de sous le canon. Ah ouais, vous avez vu, elles sont parties plus hautes. Et si on remonte, en fait, on voit qu'au départ, ça se resserre et ça fait juste un point. Et ça, c'est les avalanches qu'on appelle de neige humide. C'est la neige qui est lourde. En fait, c'est genre une pierre ou une boule de neige qui va partir. Et puis qui va commencer à grossir et qui va déclencher le reste de l'avalanche. C'est un départ en un point. C'est pas les avalanches, donc peut-être vous avez déjà entendu parler, qui sont les avalanches de plaques. C'est elles sont beaucoup plus dangereuses, les avalanches de plaques. C'est celle qu'il y a eu de l'autre côté, où là, c'est toute la pente qui part d'un coup. Il y a une rupture linéaire et tout part d'un coup. Là, sur ce versant, la neige, elle est lourde. Donc c'est des avalanches qui ont dû avoir lieu hier après-midi, ça. En même temps que ça tombait, peut-être. Ils sont en train de traverser vers la droite. Ils sont près de la crête. Ils sont 3 au moins. Et ils vont un par un. Et là, ils y vont un par un sur cette zone, ouais. Vous voyez, il y en a un qui attend sur le petit rocher. Après, avant, ils se suivaient. Mais... Ils sont 3. Ils sont 3, j'ai l'impression, ouais. Donc c'est intéressant de les voir faire, en fait, pour le coup. Ah bah oui, les chamois, ouais, ils suivent les consignes de sécurité qu'on donne quand on fait une sortie en ski de randonnée ou en raquette. En raquette, on est rarement dans ces pentes-là, en fait, donc l'occasion se présente rarement, mais en ski de randonnée, plutôt, on fait souvent ce... Alors, au niveau du col Mercière qui est là-haut, le V qui est là-haut, tu sais, là où il y a les bunkers,
Oui. Là sur ces bunkers en fait il y a du sel. Les bouquetins là on peut à 10-20 mètres on peut les approcher. Ils sont très souvent là-bas. Ce que je voulais Pas dire, cet hiver. c'est de ne jamais forcer leur distance Faut de non. sécurité. C'est ce qu'on répète sans arrêt. De ne pas essayer de faire le scoop, la photo, aux dépens de la sécurité de l'animal. Surtout Parce que l'hiver. là, ce que tu as dit tout à l'heure, qu'ils savent où sont les zones avalancheuses, s'il y a quelqu'un qui les dérange par là, on les oblige à aller dans des zones En avalancheuses. urgence, ouais, ça peut être ça. Et puis surtout, on les oblige, l'hiver, on peut les obliger à aller dans des zones dangereuses et on peut les obliger à dépenser beaucoup trop d'énergie par rapport à ce qu'ils devraient en fait. Donc l'hiver, il faut rester loin. Ouais. Voilà, ça c'est le chamois et ça c'est le bouquetin. Voilà, à défaut de les voir de près, on peut les avoir dans les mains en petites figurines. Ça a du bon les figurines. Ah oui. Donc le bouquetin est... Alors là c'est un bon chamois la figurine. Hein. Mais on voit que le bouquetin est quand même plus trapu, il a des pattes qui sont plus grosses, il a une tête qui est plus grosse, un cou plus gros surtout. Le chamois a une petite tête, un petit cou. Le chamois est plus sombre aussi et surtout c'est les cornes en fait. Le chamois a des petites cornes. J'ai une corne d'un petit chamois ici. Alors celui-ci est petit hein, mais ça peut être un peu plus gros les cornes, mais c'est jamais beaucoup plus gros les cornes de chamois. Par contre les bouquetins, les vieux mâles ils peuvent avoir des cornes qui font 1 mètre. Les vieux mâles peuvent être très comme la statue en haut du col de la Lombarde effectivement. Ouais, vous pouvez toucher bien sûr. Les femelles bouquetins et chamois ont des cornes aussi. Par contre, alors chez les chamois, la différence elle est très faible entre les femelles et les mâles. Les femelles ont les cornes un peu plus écartées. C'est ça, c'est les femelles qui ont les cornes plus écartées. Ouais, bon, je sais jamais, moi je confonds toujours. 100%, hein. Mais si on a un mâle et une femelle à côté, on va peut-être pouvoir donner la différence. Mais si on n'en voit qu'un, J'ai un truc qui est mieux, enfin C'est pour moi, la c'est la courbure. courbure du mâle. La courbure du mâle est beaucoup Ouais. plus arrondie que celle de la femelle. le mâle va avoir la corne qui revient plus en arrière que la femelle. Mais c'est difficile. Comportement, les mâles chez les chamois ont tendance à se déplacer seuls, alors que les femelles vont avoir tendance à se déplacer en groupe. Quand on a un groupe avec des petits, il y a quand même de bonnes chances que les adultes avec soient des femelles. Quand on en voit un Chez les tout chamois, seul, vous dites chez les chamois, ouais. Donc ça c'était Là, c'était des chamois. de toute façon. Mais... Après là, il neige, donc ils là vont... c'était des femelles pardon, du coup, vous pensez? Non, pas forcément. Là, on est beaucoup trop loin pour le dire. Après, Ouais. mais les mâles peuvent aussi se déplacer en groupe, surtout quand il neige comme ça. Ils vont un peu associer leurs forces pour faire la trace, etc. Là, on est beaucoup trop loin pour dire ce que c'était. Et puis oui, après, quand les petits vont naître, ils vont se regrouper. Avec les. Ils sont en groupe, mais ils sont encore avec les femelles, non? Les éterlous, Ouais. à cette époque, À cette époque, ils sont encore avec les femelles, remarque, quand même, oui, peut-être un peu. Ouais. C'est vraiment quand les nouveaux En arrivent mars, on est, ouais. que les vers éterlous, juin. c'est les chamois d'1 an. C'est vers juin d'accord. qu'ils se Ouais. séparent. Et je voulais vous dire, ah oui, le bouquetin, la femelle a des cornes beaucoup plus petites, qui sont quand même plus grosses que celles du chamois, mais ça n'a rien à voir. La femelle bouquetin, aussi. elles ont aussi des stries, mais moins prononcées. D'accord. J'ai pas trouvé de figurine de bouquetin femelle. Ça s'appelle une étagne, un bouquetin femelle. Une étagne. Une étagne. Et alors hier, on se posait la question des bébés mouflons. Oui. Et sur internet, il y a marqué d'accord. agneau. Mais je pensais Ouais. qu'il y avait un C'est ce que autre je nom, pensais. moi. Moi je dis agneau, Ouais, ben c'est ça, ils disent ça sur mais internet. c'est un mouton ou un mouflon, donc Et on a cherché longtemps. ouais. Et, bon, moi je dirais agneau, je dis agneau aussi, mais des calanques par exemple, ou des falaises de Normandie. Il a été au fil des siècles repoussé en altitude par la pression de l'homme, mais à la base, son milieu naturel au bouquetin, c'est les falaises, c'est les zones abruptes, mais pas en montagne, parce qu'il n'est pas du tout fait pour la neige, le bouquetin. Un bouquetin, c'est lourd, hein, je vous ai dit 60-70 kg, il a des sabots, dans la neige, il va s'enfoncer jusqu'au garrot, il va s'épuiser. Les années où il y a beaucoup de neige, c'est des années où il y a énormément de mortalité chez les bouquetins. Parce que les mouflons, c'est pareil, ils sont pas du tout faits pour la neige. Le chamois, lui, c'est le seul qui est vraiment fait pour la neige. Il va s'enfoncer, mais beaucoup moins. Déjà, il est beaucoup plus léger, il est plus petit. Et puis, il a le sabot qui va avoir une capacité à s'écarter un peu plus que le bouquetin et le mouflon. Et entre les deux ongles de son sabot, il a une petite membrane qui va lui faire une mini raquette et qui va lui permettre d'un peu moins s'enfoncer dans la neige. Donc, le chamois, il souffre moins de de la même chose. de l'air. Là, on a de nouvelles empreintes. Vous pouvez, n'hésitez pas à vous approcher, ceux qui sont derrière, pour voir de plus près.
Oui, c'est les mêmes qu'il y a là derrière. C'est là qu'il faut faire un afflux alors. Alors, là, on peut avoir déjà pour commencer la même démarche que tout à l'heure. C'est sabot ou coussinet. Coussinet, effectivement, ça s'enfonce pas beaucoup. Là, c'est la neige damée, hein, mais même dans la neige fraîche, on voit que l'animal s'est pas enfoncé très profond. Donc coussinet. Et ici, on a un avantage par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, on n'arrivait pas du tout à distinguer les 4 pattes. On voyait un trou, mais on distinguait pas les 4 pattes. Là, par contre, on distingue très clairement 1, 2, 3, 4 pattes. Donc quand on voit nettement les 4 pattes, qu'est-ce qu'on fait? On prend la longueur des 4 pattes et ça nous donne une idée à peu près de la longueur de l'animal. Donc là, on cherche un animal qui a des coussinets et des griffes, qui a à peu près cette longueur-là. Renard ou lièvre. Effectivement, c'est les deux possibles. C'est les deux acolytes. Souvent, ils sont très ensemble. Ils sont souvent ensemble. Quand il y a les traces de l'un, il y a les traces de l'autre parce qu'ils vivent dans le même type de milieu. Mais là, par contre, les traces, elles ont un truc de très caractéristique. C'est qu'on a 2 pattes qui sont groupées ici et 2 pattes qui se suivent ici. Et ça, c'est typique du lièvre. Et à chaque patte, on en a 2 côte à côte. À chaque empreinte, pardon, on en a 2 côte à côte, 2 l'une derrière l'autre. Ça, il n'y a que le lièvre qui fait ça, parce que le lièvre, il se déplace, et il fait tout le temps ça, parce qu'il se déplace uniquement en bondissant. Et alors, regardez, je vais vous faire le lièvre. Comment il se déplace? Donc, il prend appui sur ses 2 pattes avant. Alors, avant que je vous fasse la démonstration, ça, c'est les pattes arrière, qui sont côte à côte. Et ça, c'est les pattes avant, qui sont l'une derrière l'autre. Donc, dans quel sens il allait? Ça y monter alors. Ça, c'est les pattes arrière, et ça, c'est les pattes avant. C'est le patte avant qui sert de pousser, il est par là, il descend. Il est inversé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Enfin, quand on dit c'est inversé, c'est qu'effectivement, les pattes arrière, elles indiquent l'avant de la direction. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va prendre appui sur ses 2 pattes avant et il va venir ramener ses pattes arrière devant ses pattes avant. Ouais, il fait un bond un peu plus gracile que le mien. Et il se déplace toujours comme ça. Donc les pattes arrière, ça indique toujours l'avant de la direction chez le lièvre. Et là, il a de la chance. Campagnol, des mulots, quand la neige elle fond, souvent on voit juste quand elle vient de partir, ça fait comme des galeries à la surface, comme des galeries de terre à la surface. Donc on ne comprend pas, on se dit pourquoi il y a des galeries à la surface. Ben, c'est parce qu'en fait ces petits rongeurs, ils passent l'hiver sous la neige. En fait, Sous terre, vous voulez dire? non, sous la neige. Carrément sous la neige. En fait, ils vivent à l'interface entre le sol et le manteau neigeux. Pourquoi? Parce que le manteau neigeux, à partir du moment où il y a 30 cm de neige, c'est isolant. Il fait toujours 0 degré. Alors 0 degré, c'est pas très chaud, mais c'est mieux que les moins 15, moins 20 qu'on peut avoir à la surface. Donc il se met sous le manteau neigeux, il va sortir de temps en temps pour aller manger, mais ils vivent là, ça grouille sous nos pieds. Alors, c'est pas juste ici, mais il y a vraiment plein de petits rongeurs qui vivent sous nos pieds. Et peut-être vous avez déjà vu ces images des renards qui plongent comme ça, peut-être la première dans la neige, on dit qu'ils mulottent. Parce qu'en fait, il y en a une dans le concours photo, possible, ouais. Parce qu'en fait, le renard, qu'est-ce qu'il fait? Il va écouter, il va entendre les mulots se déplacer sous la neige. Une bonne oreille. Et ouais, alors je sais pas quel est son taux de réussite, mais il est très 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 faible. Très souvent, il plonge pour rien, mais des fois ça marche, sinon il le ferait pas. Et en fait, quand il fait ça, bah voilà, c'est qu'il va chercher, il entend un mulot dessous et il va aller le piéger. C'est vraiment pas une technique, c'est une technique de chasse impressionnante, mais c'est pas la plus efficace. Mais c'est l'hiver, encore une fois, l'hiver il a pas le choix. S'il veut se nourrir, il faut qu'il se nourrisse comme ça, donc il fait ce qu'il peut. Donc ça veut dire que les... C'est très bien. Et ça s'est comblé petit à petit par dès qu'il pleut, quand il y a de la neige, tout ça, ça va rapporter de la terre, de l'herbe, et ça va combler progressivement le lac avec de la matière organique. Et puis quand on arrive en haut du lac, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'étendue d'eau. Par contre, la zone reste très spongieuse, très humide, c'est ce qu'on appelle la tourbe. Et il y a elle est assez pénible à traverser cette zone quand il n'y a pas beaucoup de neige, parce que il y a des endroits, il y a vraiment de l'eau, hein, on peut avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Donc faut pas vous voyez là où il y a la trace, là-bas ça passe bien. Ça gèle jamais? Pardon? Ça gèle jamais complètement? Ça gèle jamais complètement, parce que dans la tourbe, il y a beaucoup de matière organique en décomposition qui génère de la chaleur. Alors c'est pas des sources chaudes, hein, bien sûr, mais ça suffit pour que ça fonde pas, pour que ça gèle pas. C'est surprenant parce que c'est un écureuil qui s'est lancé dans une grande... Celui que tu voyais tout à l'heure. Tu disais que derrière l'arbre, il y avait d'autres traces. Elles sont ici, tu vois, il est venu jusqu'ici. Et c'est des traces d'écureuil.